Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous avons choisi de consacrer notre émission à la question du lobby nucléaire international, à son influence sur les territoires de Fukushima, son influence dans la gestion, entre guillemets, de la catastrophe nucléaire et aussi à son rôle dans le processus de normalisation qui est à l'œuvre à Fukushima par des tentatives de réhabilitation de la vie, entre guillemets, en territoire contaminé. Notre invité aujourd'hui est Colin Kobayashi, il est journaliste indépendant, écrivain, vidéaste. Il vit en France depuis un certain temps. Il est l'auteur d'un ouvrage récemment paru au Japon intitulé Le crime du lobby nucléaire international. Donc il est tout à fait bien placé pour parler de notre thème. Bonjour Colin. Bonjour. On s'entend bien, ça va, le son est bon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Alors, il n'existe pas encore de traduction de ton ouvrage en français ? Pas encore, mais j'aimerais bien de le faire, oui. Bon, ce sera très utile. En tout cas, le titre est sans équivoque. Hein. Alors, Colin, dans un premier temps, avant qu'on voit la mainmise de ce système international sur les territoires de Fukushima, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'on peut entendre par lobby nucléaire international ? Quelles en sont les principales composantes ? Depuis combien de temps est-ce que ces organisations ou ces associations sévissent dans le monde ? On peut peut-être commencer par là avec l'AIEA, etc. Enfin... Oui, donc on est obligé de remonter un peu l'histoire. De toute façon, le mot lobby, c'est pas forcément très adapté pour désigner la communauté des intérêts communs du monde de nucléaire, puisque quand on dit lobby, il s'agit en principe de l'industrie de tel domaine de telle chose. Donc, concernant le nucléaire, lobby nucléaire, on dit il compose d'une part évidemment l'industrie nucléaire militaire et civile, oui. Et puis en plus il y a des organisations, disons publiques ou internationales. Donc c'est l'ensemble de ces sphère très très large, notamment s'il s'agit de lobby nucléaire international. C'est immense espace de la communauté nucléaire, pro-nucléaire. Et donc si on commence à remonter l'histoire, il faut commencer à parler vraiment de la découverte de rayons X par Wilhelm Röntgen, mais on va pas parler de ça, mais on va commencer à parler d'abord l'instance qu'on connaît bien, la CIPR. CIPR, c'est une association tout à fait comme association 1901. Eux-mêmes, ils se définissent comme une association caritative. Et donc une association tout à fait privée, une organisation non gouvernementale, mais qui est fondée depuis assez longtemps, depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire c'est le premier congrès
Et vraiment, le début de cette organisation, ça commence en 1924, le premier congrès international de radiologie. Mhm. Donc, cette première instance des experts de radiologues qui se transforme petit à petit une organisation qui est liée, avec des organisations américaines, notamment NCRP, National Committee on Radiation Protection. Au départ, ce sont des scientifiques, des experts qui craignaient réellement les effets néfastes pour les professionnels qui travaillent avec les éléments radioactifs, pour se protéger notamment. Mhm. Donc au départ, c'est quand même une association très sérieuse sur le plan scientifique pour la radioprotection. Mais à partir du moment où cette première instance est transformée comme CIPR en 1950, il y a une influence énorme de la part des Américains, notamment des pressions qui viennent de la part de cette National Committee on Radiation Protection, donc une organisation américaine qui contenait des membres importants comme Wallace, Stone, Williams, Fayard, une partie de ces gens qui ont participé au programme Manhattan, c'est-à-dire soit à CIPR, soit à ANSCER, soit l'AIWA. Ils sont des fruits. Ce sont des conséquences de la guerre froide dans les années 50, au moment où on faisait beaucoup d'essais nucléaires. Deux grands pays, américains et soviétiques, ils se préparaient réellement une guerre nucléaire. Donc, je voudrais juste interrompre 30 secondes pour qu'on essaye de définir les sigles là. CIPR, c'est la Commission internationale de protection radiologique, hein, c'est l'organisation dont tu parlais non gouvernementale. Oui. Et l'AIEA, c'est l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et tu as parlé aussi de l'ANSCER, alors ça c'est une émanation des Nations Unies, hein. UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, un comité sur les effets de la radiation atomique. On appelle ça ANSCER. ANSCER, voilà. ANSCER, donc ANSCER, c'est aussi une conséquence pendant cette période de la guerre froide, pour contourner tout ce qu'ils voulaient faire des essais nucléaires en créant une commission, comme si on fait un contrôle autour de rayons, autour de la radioactivité, autour de l'irradiation qu'on pouvait avoir après les essais nucléaires, comme si on contrôle bien par une instance internationale. Donc ça, c'est ANSCER est aussi un fruit qui a été donc fondé à partir de ces courses aux armements nucléaires. Et pourtant, c'est dans la période où on parlait de l'atome pour la paix, hein, où on faisait la promotion en fait du nucléaire civil. Oui, c'est ça, une espèce de contradiction. Donc, ex-président américain Eisenhower a prononcé son fameux discours à Atom for Peace en 1953, en décembre. Et puis, ils ont continué à faire des essais nucléaires malgré tout. 1954, c'est un essai américain
une opération qui s'appelle la bombe s'appelait Bravo. En Bikini, ils ont fait un essai nucléaire à hydrogène, donc beaucoup plus puissant, 1000 fois plus puissant que la bombe de Hiroshima. C'est en 54. Et puis c'est seulement 1955 que Inskéa a été créé pour contourner donc les critiques face à des essais nucléaires. Et puis l'AIUA a été fondée en 1957. Oui, donc on est bien dans le début des années 50. Hein, on sent bien que, effectivement, la guerre froide, tout en faisant la promotion du nucléaire civil pour la paix des peuples. Voilà, c'est ça. Donc, surtout, l'AIUA a été fondée justement pour faire développer le nucléaire civil au nom de Atom for Peace. Et puis encadrer les autres pays pour que le droit d'utiliser et de fabriquer des bombes atomiques uniquement aux pays membres du Conseil de sécurité, et puis de contrôler des autres pays par cette instance AIUA qui prône pour développer le nucléaire civil. Alors, maintenant, c'est l'AIUA qui domine actuellement donc dans ce qu'on a appelé lobby nucléaire international. Il domine parfaitement au centre de cette communauté à partir du moment où l'Union soviétique était en train de se fondre après l'accident de Tchernobyl. L'ex-Union soviétique ne pouvait plus continuer à évacuer la population à cause de l'accident. Et c'est la raison pour laquelle l'Union soviétique a demandé à l'AIUA de s'en occuper, donc la gestion post-accidentelle de Tchernobyl, et pour encadrer l'idéologie de ne pas transférer la population ailleurs en disant qu'il n'y a pas de conséquences importantes, même si la zone a été contaminée, mais c'est possible à continuer à vivre. C'est la théorie, donc commence avec toutes les complicités de la CIPR, Inskéa, et puis l'AIUA a fondé la première commission internationale pour étudier les conséquences de Tchernobyl. C'était donc 1990. L'AIUA a désigné comme président Dr Shigematsu Itsuzo. C'est un expert scientifique japonais qui a travaillé sur les victimes de Hiroshima-Nagasaki. Donc, Shigematsu a donné une caution pour que cette commission soit semblable à quelque chose de très fiable sur le plan des études et des recherches. Et finalement, Shigematsu a pris la position tout à fait pro-nucléaire, c'est-à-dire que il n'y a pas énorme conséquences et il y a très peu de conséquences de la part de la radioactivité et comme conséquence de Tchernobyl, quoi. On va peut-être, tout à l'heure, parler de ça, du programme Ethos, mais sur le territoire de Fukushima. J'aimerais bien qu'on revienne aussi à une association là, qui a été fondée en France en 1976, comme par hasard, au moment où on était en train de faire la promotion du nucléaire civil à tout va en France, qui s'appelle la CEPN. Oui, Le CEPN, pardon, Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire. Tu peux nous en parler un peu de ça Oui, donc après le projet de
Tchernobyl Forum et 1996, CEPN, dirigé par M. Jacques Lochard, ils ont conçu un projet qui s'appelle Projet Ethos et ils sont allés avec une équipe pluridisciplinaire dans le village contaminé notamment le village qui s'appelle Olmani en Biélorussie. Et ce qu'ils ont fait, c'est pas de soigner ni de faire des approches médicales, mais de simplement mesurer des doses radioactives sur les enfants, sur les habitants, pour indiquer juste, pour donner une sorte de d'après cette communauté internationale, la culture de la radioprotection, faire une réunion avec des habitants en sollicitant activement d'y participer, et puis essayer de dire que finalement dans les zones contaminées on peut vivre joyeusement sans trop soucis et en prenant certaines précautions sur les zones trop contaminées ou éviter de manger des légumes trop contaminés, etc. Mais de toute façon, au moins de 5000 sieverts, il n'y a pas de conséquences. Du coup, donc on peut rester, continuer à vivre. Voilà. Donc, Ethos était faite dans ce sens-là. Il y a des agronomes qui ont participé aussi pour améliorer la production des patates et des légumes. Ils ont réussi à faire des productions plus importantes et de moins contaminés, mais les enfants sont de plus en plus malades, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire éviter complètement de laisser manger des denrées alimentaires contaminées. Et voilà, la conséquence sanitaire était importante, mais le projet Ethos est devenu comme une référence pour la gestion post-accidentelle, notamment en Europe auprès de la Commission européenne. Ils ont réussi à avoir des subventions, ils ont continué des projets comme CORE, SAGE, 2 projets successifs, et puis les mêmes acteurs, ils se sont installés actuellement à Fukushima. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut passer à... Parce qu'on avait déjà consacré pas mal d'émissions sur les programmes à Tchernobyl. Alors moi, ça m'intéresse bien de savoir là, comment tous ces programmes s'appliquent. C'est une espèce de redite. On prend les mêmes, on recommence sur le territoire de Fukushima, avec des outils qui seraient peut-être intéressants que tu nous détailles un peu. Je sais pas, des séminaires. Comment est-ce que la presse, elle s'empare de tout ça? Comment est-ce que la population participe? Enfin, comment ça s'organise à Fukushima, ces programmes-là de réhabilitation, hein? Oui, c'est ça. Donc, à Fukushima, Jacques Lochard... Toujours le même, hein. Toujours le même, mais qui ne se présente pas comme directeur de CEPN, mais comme président de 4e commission de la CIPR. Et maintenant, depuis cette année, il est devenu le vice-président de la CIPR. Et CIPR, évidemment, c'est une instance privée, mais une instance qui a un grand aura comme organisation internationale qui définissent les normes internationales de la radioprotection. Et ça, c'est quand même extraordinaire, d'ailleurs. Que ce soit une organisation internationale non gouvernementale et qui définisse les normes internationales, c'est déjà en soi... Oui, il y a beaucoup de problèmes dans ce sens-là, qui est complètement privé, mais je crois que c'est le seul domaine de nucléaire
qu'on peut avoir ce genre de connexion, des relations entre des organisations privées et internationales complètement corrompues, puisqu'il y a des fonctionnaires qui tournent des places, des sièges sur différentes organisations, comme Adolfo González, une grande vétéran de la commission de l'énergie atomique argentine, académicien de l'Académie de sciences de l'Argentine, devenu directeur de radiation transport de l'AIUA, membre de la commission de normes de la sécurité, et représentant de l'INSCEA, tout ça. Donc il déplace, il prend plusieurs fonctionnements dans plusieurs organisations corrompues. Et c'est un peu la même chose que Monsieur Jacques Clochard, directeur de CEPN, devenu maintenant le vice-président de CIPR, et puis tous les séminaires de dialogue, ils ont déjà fait sept fois Fukushima, au nom de la CIPR, pas au nom de CEPN, puisque CEPN, il n'est pas du tout connu au Japon, mais tandis que la CIPR, il a un très grand aura au Japon. Et puis voilà, avec l'AIUA, avec le soutien de l'AIUA, et CIPR organise depuis l'automne 2011, cette fois des entretiens façon très intime, en se mettant sur un table ronde, tout le monde assis d'une façon plus intime que une conférence très officielle, et puis on se parle beaucoup plus façon plus amicale, et puis ils invitent des représentants des habitants, des représentants de la commune, associations, et puis évidemment tous ces représentants de la part de la population, ils connaissent pas grand-chose, ce sont des habitants ordinaires ou ce sont des travailleurs, ce sont des représentants des coopératives, mais qui sont pas forcément très au courant de la dangerosité de la radioactivité. Bon, comme ça, ils donnent un peu des informations comme leçons pour apprendre la culture de radioprotection, faite par Pronucléaire. Donc, moins de 5000 civets, il n'y a pas de problème. C'est simplement, il faut faire attention pour ne pas trop absorber de produits contaminés. Donc on peut manger, on peut continuer à cultiver, on peut continuer à jouer dans les cours d'école, on peut continuer à sortir, à se baigner, enfin tout va bien. Et je crois que l'éducation, il me semble qu'il y a eu un séminaire qui a été consacré complètement à l'éducation. Je ne sais pas si tu... Oui, il y a chaque séminaire de dialogue a pris des thèmes différents. Ces derniers temps, un des derniers thèmes était sur l'éducation. Sinon, le 7e, c'était sur la question de centraide. Et 6e était sur la question de la village Itate, qui était environ 50 km de Fukushima Daiichi, qui était très très contaminé, mais le maire de ce village voulait que la population revienne
dans ce village, et puis on dit qu'on va faire la décontamination, et puis peut-être après décontamination, on pourrait revenir, continuer à vivre. Voilà, donc la propagande de la part de lobby nucléaire est très très importante, et ils sont actuellement avec l'autorité de régulation nucléaire, une nouvelle instance fondée depuis 2 ans au Japon qui contrôle tous les problèmes de centrales nucléaires et les contrôles de la radioactivité. Eux, ils ont une commission pour soutenir la population avec l'idée de la sécurité et de l'assurance. Dans cette commission, il y a plein de scientifiques, mais disons de radioprotection, mais qui sont très pro-nucléaires. Et ces gens-là, donc, ils ont dit clairement en automne de l'an dernier, comme référence, le projet ETHOS. Le projet C'est comme ça que donc M. Jacques Lechard est très occupé pour redire 1000 fois dans les congrès, dans des réunions internationales, soit à Tokyo, même il va avoir une congrès annuel de l'Association internationale de radioprotection à Genève en juin. Il va venir à Genève pour parler sa méthode éthique, donc le projet, la façon de projet ETHOS. Et je crois qu'il va continuer à faire ce genre de démarche dans le monde entier pour qu'on se prépare à un accident majeur qui va venir un jour, et puis de s'en occuper par sa propre responsabilité, de mesurer la radioactivité et de se protéger, et de décider si on reste ou pas. Soi-même. Voilà, ce sera une décision individuelle et eux, ils s'en lavent les mains, si j'ose dire. Je voulais juste reparler un petit peu du rôle, parce que bon, on a parlé de ce CEPN, Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire. Et moi, j'aimerais bien qu'on reprécise quand même que les membres actuels de ce CEPN, c'est EDF, le CEA, Areva, et l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire française, et que l'IRSN ne rate pas un séminaire de dialogue à Fukushima. Oui, ce qui est vraiment inadmissible, c'est que cette instance publique française qui participe au projet de la CIPR organisé par M. Lechard et le professeur Niwa Otla, qui gère un peu le problème de la radioprotection à la façon de projet ETHOS. Et donc, IRSN doit être une instance 100% indépendante vis-à-vis de lobby nucléaire, alors qu'ils travaillent ensemble au sein de CEPN. N'est-ce pas? Oui, c'est parfaitement... mais je me souviens que tu nous... Il y a un problème de conflit d'intérêts, puisque normalement, l'IRSN doit travailler parfaitement indépendamment, toutes les études de radioprotection et de la sécurité, mais finalement, quand on parle dans le projet d'ETHOS, on ne peut plus parler de la sécurité, ni de protection, ni de radioprotection, puisque finalement, ils prennent moins de 100 millisievert, il n'y a pas de danger, mais il y a beaucoup d'études qui prouvent qu'il y a des conséquences importantes sur le cancer de thyroïde,
glycémie ou de même cancer de la thyroïde, moins de 100 000 sieverts. Alors que ce genre de corruption est inadmissible puisque même agents de sécurité nucléaire, AFN et IRFN, participent, il envoie des délégations au séminaire de dialogue de Fukushima. Alors que les Japonais, peut-être, ils sont pas forcément dans les séminaires, ils sont pas très nombreux, alors qu'il y a une délégation importante française qui prennent la place dans ces séminaires. Donc c'est assez incroyable, quoi. Et en plus, bon, tous ces gens se connaissent, même si tu disais que c'est un... Bon, le maillage est serré quand même, hein, ils se connaissent tous, ils se cooptent. Hein, par exemple, la Commission internationale de protection radiologique, la CIPR, les membres sont choisis par cooptation, tout simplement. Hein, donc, ce sont eux qui définissent les normes internationales de radioactivité, mais c'est entre copains, quoi. Ça se fait un peu... Hein, on a l'impression que c'est ça, quoi. Oui, c'est le club de copains, et notamment comme Abelfeu et González qui se déplacent entre Inskeer, l'AIWA et la CIPR. Il y a d'autres gens qui sont un peu dans le même itinéraire. Et puis, Inskeer, quand même, c'est une organisation onicienne internationale, mais c'est eux qui examinent les dossiers scientifiques, les études scientifiques, et c'est eux qui donnent donc les données à la CIPR, et puis à partir de ces dossiers, ils définissent les normes internationales. Alors, l'ANSCER, qu'est-ce qu'ils font comme recherche de dossiers? Et ce sont des dossiers écrits uniquement en anglais, et puis ils ont revu par des pairs. C'est-à-dire que, d'après Dr Gantner, ancien secrétaire de l'ANSCER, le père, c'est-à-dire c'est ceux qui travaillent dans la radioprotection au sein de lobby nucléaire, c'est-à-dire ce sont des chercheurs de l'Institut américaine, Los Alamos, et puis ceux qui travaillent à CEA, français. Au CEA, oui. D'ailleurs, le représentant pour la France, Alan Scare, travaille au CEA. Donc, enfin voilà, on voit bien que tout ça, c'est c'est bien rodé comme propagande, et donc on reparle de crimes, hein, de crimes du lobby, oui, parce que on encourage les populations à rester sur place et dans des zones qui seraient normalement qui ne devraient pas être habitables. Alors, malheureusement, on est arrivé à la fin de notre demi-heure. Ça passe toujours très, très vite. Je crois qu'on a quand même bien compris par qui on était manipulé. Hein, je crois qu'on peut dire ce mot-là. Et surtout, le dernier mot que j'aimerais bien dire. Oui. L'AIWA a fait 3 mémorandums, donc une sorte de convention avec l'État japonais, et puis la préfecture de Fukushima, et puis l'Institut médical de Fukushima, pour gérer tout monitoring, donc la mesure, et puis la décontamination, en plus la poste médicale, c'est-à-dire tous les problèmes d'examen médical des enfants et de la population de Fukushima, sous contrôle de l'AIWA. Bon, merci Colline. J'espère que tu vas nous traduire ton livre rapidement, qu'on puisse... Et tu veux nous dire un mot du site internet que tu animes, donner les coordonnées c'est Éco-échange, c'est ça? Celui d'Éco-échange? Oui. Oui, on peut googler tout simplement Éco-échange tout collé, en pluriel.
écho, échange, Voilà. sans tirer, entre deux mots. Et puis, vous pouvez trouver facilement l'adresse de blog dans laquelle on met souvent des informations sur la question nucléaire. Bon, très bien. On vous encourage aussi à aller voir notre blog, le blog du collectif antinucléaire 13, wordpress.com. Voilà, ben merci, merci Colline, merci Sidi à la technique. Et puis on se revoit, enfin on se réentend dans 15 jours. Merci Radio Galère. Au revoir. Au revoir Colline.